Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous revenons ce soir sur l'actualité sanitaire de cette semaine, en l'occurrence les assises nationales de santé ou ce qu'on a appelé le séminaire national sur la modernisation du système de santé qui a eu lieu hier et avant-hier à Alger. La rencontre rehaussée par la présence du président de la République avait l'ambition de procéder à une évaluation minutieuse du secteur et de trouver des solutions pratiques applicables sur le terrain en mettant au cœur des préoccupations le patient ou le citoyen. Avec mes invités, on reviendra sur l'ordre du jour de ce séminaire. Quels sont les différents points abordés en atelier? Comment va se faire cette modernisation, voire cette refonte de la santé? Quels sont les aspects dont on doit tenir compte pour nous mettre aux normes de ce qui se fait à travers le monde aujourd'hui? Voilà en gros le propos retenu ce soir pour cette émission. Et j'ai le grand plaisir de recevoir, pour en parler justement, le professeur Riyad Mahiaoui. Vous êtes membre du comité scientifique. Vous êtes également président de la Société algérienne d'anesthésie et de réanimation et de soins intensifs et des urgences. Bonsoir. Bonsoir Sarah et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bonne année. Heureux, bonne année, meilleurs vœux et très heureux de rencontrer mes copains et mes amis, Rachid Belhadj et le docteur Tafat. Oui, j'ai également le grand plaisir de recevoir le professeur Rachid Belhadj. Vous êtes directeur des activités médicales et paramédicales au CHU. Mustafa Bacha, bonsoir. Merci pour l'invitation, c'est réciproque, avec un réel plaisir d'être parmi mes collègues. Oui, j'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Abdelkader Tafet. Vous êtes président de la Société algérienne de médecine générale. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous trois. Alors, je le disais à l'instant, l'actualité en ce début de semaine a été médicale. Un séminaire rehaussé donc par la présence du président de la République à la clôture, mais aussi par la présence également du Premier ministre à l'ouverture donc de cet événement. Une forte présence du politique dans cet événement médical. Est-ce que cela peut être un signe finalement, professeur Mahiaoui, de l'importance qu'on accorde aujourd'hui à la réforme de la santé ? Écoutez, effectivement, la rencontre et l'intéressement de Monsieur le Président de la République et tout le staff et tous les membres, les cadres supérieurs de l'État, les ministres, les responsables de la sécurité du pays étaient présents. Ça donne quand même une idée sur la volonté de changement et la volonté d'insuffler un nouveau souffle dans la réforme de la santé, d'autant plus que cette santé qui est arrivée à une limite, où il y a beaucoup de transitions qui font qu'actuellement, il faut réellement jeter un œil sur la santé qui regorge quand même de problèmes, les ressources humaines, les ressources logistiques, le mode de gestion. Et par rapport à cette transition épidémiologique, démographique et technologique, il faudra qu'on s'inscrive. Oui, à laquelle on devrait justement on devrait s'inscrire. Oui. On n'est plus aux années 70 où on était à 14 millions. On est en 2022, on est quand même à 45 millions d'habitants. Oui, même question pratiquement au professeur Belhadj. Enfin, je pose cette question parce que peut-être auparavant, il y a eu des assises nationales de la santé qui étaient un peu comme des velléités sporadiques, j'ai envie de dire, au bout desquelles il n'y a pas eu de réel changement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé ? Écoutez, depuis maintenant deux décennies que nous sommes en train de soulever le problème de la modernisation de la santé, de notre système de santé. C'est vrai que nous avons un système très humain, nos portes sont toujours ouvertes. Et nous avons franchi, l'a dit M. le Président de la République, on a fait un grand pas depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Ce n'est plus la médecine des années 70 ou 80. Maintenant, ce qu'on a entre nos mains aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on a aussi médité pour qu'il y ait une nouvelle loi sanitaire. Et on a une nouvelle loi sanitaire, celle de 2018, avec ses avantages, la carte sanitaire. Il y a une nouvelle vision du système de santé. dont l'application a été un peu retardée par la pandémie, malheureusement. Exactement. Le deuxième événement majeur important, c'est que le politique, tous les hauts responsables s'accordent tous à dire que la sécurité sanitaire devient une priorité, ça devient un problème de sécurité sanitaire, devient l'une des priorités comme la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Il ne faut pas oublier aussi que le système universitaire algérien, nous produisons quand même chaque année, en participant dans la formation du médical, du paramédical. Nous avons 13 facultés de médecine. Nous sommes là à améliorer, c'est-à-dire sur le plan ressources humaines. Mais quand même, nous avons
quelques insuffisances. Parmi ces insuffisances, il y a fuite des cerveaux. On va y revenir. Hein. Transfert de soins étrangers et pas malade. Donc c'est l'occasion, nous tenons à remercier, je préside un syndicat des soignants universitaires, nous tenons à remercier le président de la République d'avoir accordé une importance capitale justement au personnel de la santé, au système de santé. Est-ce que la Covid a précipité justement, en exacerbant, j'ai envie de dire, les dysfonctionnements de notre système de santé, est-ce qu'elle a précipité ces réformes finalement Elle lui a donné beaucoup plus ce caractère urgent, exact. Oui. Elle lui a donné ce caractère plus urgent par le nombre, quand même nous sommes sollicités maintenant, ça fait 2 années que nous sommes en train d'y faire face avec tous nos moyens. Il ne faut pas oublier aussi qu'on n'a pas arrêté justement de prendre en charge l'ensemble de la population pour les autres pathologies, le cancer, l'enfant... Avec quelques perturbations quand même, professeur Belhadja. Mais nous sommes là à faire face à la santé publique, à l'accidentologie, à la santé maternelle. Et quand même, ça use le personnel de la santé. Donc il y a une reconnaissance du président de la République, du rôle qu'a joué le personnel de la santé depuis l'ambulancier jusqu'au professeur chef de service. C'était une occasion. Inch'Allah, pour nous, ça va être l'année ou jamais. L'année 2022, on doit y aller tous ensemble, en tant que partenaires sociaux, en tant que professionnels de la santé, tous les responsables, à améliorer notre système de santé. Oui, effectivement, le séminaire justement sur la modernisation de la santé a été encore une fois l'occasion pour le président de la République de rendre un vibrant hommage au personnel de la santé qui est toujours au front, puisque cette pandémie n'est pas encore terminée. Docteur Tafat, vous étiez présent à ces assises, vous avez participé à plusieurs ateliers. Est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui qu'il y a plus d'intérêt porté justement à cette réforme ou à cette mise à jour, ce que vous me disiez tout à l'heure? Oui, effectivement. Je ne qualifierais pas de réforme du système de santé, je qualifierais cela plutôt par une mise à niveau. Ou plutôt mise à niveau. Que modernisation. Oui. Un système de santé ne peut être ni archaïque ni moderne. Donc je parlerais plutôt d'une mise à niveau de notre système de santé. Effectivement, il était temps de revoir notre système de santé. Le président l'a dit que c'est un système qui est bon, qui n'est pas le meilleur, mais qui n'est pas aussi le pire. Mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, c'est un système qui est bon parce qu'on a éradiqué donc, dans les années 70 plusieurs maladies. On ne trouve plus d'enfants qui boitent actuellement. À cause de la poliomyélite, il y a moins de rougeole, il y a moins de cas de maladies transmissibles. Mais c'est vrai qu'entre les années 70 et la fin et le début du XXIe siècle, il y a une transition épidémiologique. Il y a d'autres défis aujourd'hui. D'autres défis, exactement. Oui. L'espérance de vie, comme l'a dit le président, est passée donc de 50 ans à 75 ans. Donc qui dit espérance de vie longue, dit donc augmentation des maladies pathologiques, etc., qu'il faut prendre en charge. Donc, il était temps de revoir notre système de santé. Oui, on va y revenir en tout cas sur cet aspect justement de la prévention des maladies transmissibles ou non transmissibles, ou ce caractère justement épidémiologique qui a un peu changé. Je vous propose à présent de regarder un reportage justement qui revient sur ces assises qui ont eu lieu, rappelons-le, dimanche et samedi, donc hier et avant-hier. Regardez, c'est un reportage signé Nessarim Saïdi. Des recommandations et des décisions à même d'initier une réforme et une modernisation du secteur de la santé dans tous ses segments, à l'image des questions financières, des statuts de la carrière professionnelle et de la formation. Des décisions qui seront applicables par le gouvernement progressivement selon les moyens et ce avant la fin de l'année en cours. Il faut avoir la politique de nos moyens. Donc, comme il a dit Monsieur le Président, donc on peut faire des réformes. Il y a des réformes qui sont à court terme, des réformes à moyen terme, et il y a des réformes à long terme. C'est-à-dire qu'il faut y aller premièrement avec une rationalité. Il faut être rationnel dans les réformes et pas de précipitation. Je suis content parce que je pense que finalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup des années précédentes, mais je dirais que c'est plutôt des réformettes, mais je crois que cette fois-ci c'est très sérieux parce qu'on sent quand même que le pouvoir politique quand même, on veut faire quelque chose, on veut réformer, on veut mettre à niveau plutôt donc notre système de santé aux standards internationaux.
Une réforme qui ne pourra se concrétiser qu'à travers l'organisation des soins, la numérisation, la carte sanitaire, la disponibilité du médicament et des équipements, l'amélioration des conditions de prise en charge des malades, ainsi que l'encouragement de l'utilisation des TIC dans ce domaine, ce qui constitue, selon les spécialistes, une priorité pour une meilleure prise en charge des malades. Il n'était pas question de remettre en fait l'aspect social de la prise en charge du malade algérien, pas du tout, mais de réorganiser, de moderniser cette prise en charge sur le plan du coût de santé, à savoir qu'il faut numériser la prise en charge du malade avec des cartes de prise en charge, que les malades soient assurés, ceux qui ne peuvent pas être assurés doivent être pris en charge avec des cartes gratuites de prise en charge élaborées soit par la mairie de leur lieu de résidence ou bien par le ministère de la Solidarité. Il a annoncé clairement qu'il va accompagner donc, la modernisation du système national de santé dans sa globalité. Dans sa globalité, donc, on peut le segmenter en deux parties. Il y aura l'aspect technique hospitalier qui fera l'objet d'une amélioration selon les recommandations des ateliers de cette rencontre concernant l'amélioration du système national de santé. Et puis le deuxième volet, c'est celui qui est lié au personnel de la santé. Lors de cette rencontre, le président de la République a appelé à la conjugaison des efforts et à la participation de tout un chacun à l'amélioration du système de santé et de la qualité des soins afin d'aller vers une autre étape pour se rapprocher du niveau des systèmes de santé développés. Oui, alors justement, la fin ou la chute de ce sujet me tend un peu la perche. Alors le président de la République a parlé justement de l'importance d'un consensus qui doit fédérer tous les acteurs de la santé. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, professeur Mahiaoui ? Écoutez, moi j'avais participé aux journées de Wilaya, j'ai participé aux journées régionales, regroupant toutes les Wilayas et à l'échelle de tout le pays. Et honnêtement, ce qui ressort de tout ça, et il y avait tous les intervenants, tous les organismes, il y avait toutes les tendances. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde veut un changement. Tout le monde veut un changement, du plus petit employé de la santé jusqu'aux nouvelles. Il y a des nouveaux professionnels dans la santé, les informaticiens, les diététiciens, les psychologues, qui ont été largement marginalisés pendant longtemps. Et tout le monde veut le changement, y compris les gestionnaires, les paramédicaux, tous les syndicats veulent le changement et on fait tout pour qu'il y ait un changement. Parce que honnêtement, pourquoi ça ? Parce que on peut donner mieux. On peut être mieux que ça, parce que les compétences sont là, les gens sont motivés, les gens n'ont pas quitté le pays, les gens sont présents, ils sont engagés. Et les 2 ans de Covid, et les 2 ans de Covid ont démontré quand même la solidarité et l'engagement du secteur de la santé, avec quand même pas autant de moyens qu'on le dise. Peut-être pas sur le changement, c'est clair que tout le monde veut une réforme de la santé. Aujourd'hui, il est clair que cela est plus qu'urgent. Personne n'est satisfait de la qualité des soins qui est dispensé, que ce soit le malade ou le professionnel ou le politique. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut un changement. Mais peut-être que je vous pose cette question pour dire que est-ce qu'il y a aujourd'hui des points sur lesquels on ne s'entend pas ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des points encore sur lesquels il y a des différences ? Non, là, je ne pense pas, parce qu'au vu des ateliers, on a vu un peu la globalité des ateliers, on a vu les conclusions, il y a beaucoup de discorde dans les idées, parce que tout le monde veut des différents corps aussi, même avec nos collègues généralistes, tout le monde veut bonifier son corps, et c'est tout à fait normal et légitime, je veux dire, tout le monde veut être un acteur principal dans ce reste maintenant, les sources de financement, est-ce que l'hôpital doit
doit générer sa richesse, l'interaction publique-privée, qui est un tabou, on ne peut plus parler de privé. Oui. Un malade qui vient du privé va à l'hôpital, il est presque renvoyé, excusez-moi de le dire, et en lui disant reviens là où tu viens. Donc l'interaction des organismes payeurs, des financements, des caisses d'assurance, la mutuelle, la CNAS et les assurances privées. Donc il faudra revoir tout ça et je pense que on va accorder un peu nos violons et trouver un moyen de fédérer tous les acteurs du secteur. Professeur Belhadj, sur la même question, s'il vous plaît, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels il y a des divergences? Vous l'avez d'abord si bien dit. Le malade, le professionnel de la santé et le politique, les trois ne sont pas contents. Malgré qu'il y a un financement énorme, c'est-à-dire le budget, le secteur de la santé, il est énorme. Et deuxièmement, nous avons des capacités humaines et des infrastructures aussi importantes. La discordance a commencé, puisqu'on a participé dans les régionales et wilayales. D'abord, revoir le financement du système de santé. Ça a créé un point de discordance. Il faut que le politique maintenant doit décider à revoir le système de financement, parce qu'il est basé surtout à partir de... C'est-à-dire c'est l'État qui finance, il y a aussi des caisses d'assurance qui financent, mais réellement sur le terrain, beaucoup de nos concitoyens payent leurs explorations complémentaires chez le privé. On a trouvé des solutions. Ce qui a été bien fait, c'est que, par exemple, pour les accouchements, maintenant, l'État paye. Donc on l'a ressenti sur le terrain, on a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions pour les dialyser. On commence à trouver des solutions pour la chirurgie cardiaque. Mais grâce au privé. Il faut justement le troisième point de discordance, c'est de trouver la place du privé. Ce n'est pas le privé simple. C'est ce que disait professeur Mahiaoui à l'instant. C'est par exemple une consultation ou bien une petite clinique de la chirurgie. C'est-à-dire créer des infrastructures privées réelles, mais que le citoyen se fasse rembourser. La discordance, elle est là. Comment trouver des mécanismes de financement du système de santé pour justement équiper, payer bien les gens, parce que les gens maintenant partent soit à l'étranger ou bien vers le privé. Le volet, les équipements, le président de la République l'a si bien dit, il a précisé sur la maintenance. L'État a investi des milliards pour des équipements. Nous avons des scanners par la Tesla, dans beaucoup de pays de voisins qui ne l'ont pas. Nous avons des accélérateurs, mais il y a le problème de la maintenance. Qui sont tout le temps en panne. Exactement. Donc ça crée Il y a aussi le volet formation. Il faut former ces ressources humaines, il faut les accompagner. Il faut qu'ils travaillent dans des conditions justement idoines pour faire mieux leur travail. On va y revenir en tout cas plus longuement quand on va revenir un peu sur le contenu des ateliers. Alors aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, la pandémie, docteur Tafet, a exacerbé un peu notre système de santé ou les dysfonctionnements de notre système de santé. Auparavant, on parlait de l'importance d'une réelle réforme qui soit courageuse, mais on a l'impression aujourd'hui que dans les assises d'hier et d'avant-hier, on a plus parlé de réformes qui doivent être dans l'urgence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des réformes qui sont proposées ou de la modernisation qui est proposée aujourd'hui? On n'est pas vraiment dans la prise de décision, de réformes courageuses, j'ai envie de dire. Moi, je pense que pour faire... Il y a eu 7 ateliers. 8 ateliers, pardon. Et chaque atelier a traité donc des sujets bien particuliers. Je pense qu'on ne peut pas régler tous les problèmes, tous les ateliers en une année. Il faut beaucoup de temps, il faut prioriser, disons, et il faut donner des priorités à certaines actions. Moi, je pense que c'est vrai que l'économie de santé, comme l'a dit donc le professeur Belhadj, l'État a dépensé énormément d'argent sans pour autant avoir des résultats efficaces. Bien sûr. Donc il faudrait, à mon avis, revoir d'abord, c'est très important, le système d'organisation des soins en Algérie. On va parler de gouvernance surtout. De gouvernance, exactement, et revoir le système de soins, revoir la formation de nos praticiens et surtout aussi l'accueil. Il faut humaniser nos hôpitaux. Il faut les humaniser, c'est très important. Revenons à l'organisation des soins. Je ne sais pas si je peux tout de suite dire quelques mots. Il faudrait que les médecins généralistes deviennent pas seulement un slogan
la pierre angulaire, il faudrait plus que ce soit un slogan. Il faudrait institutionnaliser donc le médecin référent, le médecin de famille. Vous savez que dans beaucoup de pays... C'est en cours, hein, docteur Tafat. C'est en cours, mais j'espère que ça ne va pas encore prendre du temps. Voilà, prendre du temps. Vous savez que dans les pays où on a, disons, où les soins primaires, c'est 80% de la demande. Et c'est des pays qui ont adopté ce système ont très bien réussi, aussi bien du point de vue économique que du point de vue prise en charge des patients. Ça décharge les hôpitaux aussi. Ça décharge les hôpitaux. Oui. Ça permet aux hôpitaux de faire leur travail. Ils s'occuperont que des soins tertiaires, puis-je dire ainsi, et ils pourront faire de la recherche. Donc, les soins primaires, donc l'orientation, la hiérarchisation des soins est primordiale pour moi. Sur la même question, professeur Mahiaoui, je suis tentée de vous dire, parce que les mots qui sont revenus dans les communications au cours de ces assises, c'était des solutions réalisables et progressives, ou alors l'exploitation des moyens dont nous disposons déjà, c'est-à-dire les moyens matériels et humains. Quand on entend ce discours, on n'a pas vraiment l'impression qu'on va vers une réelle refonte du système de santé. On va vers quoi, au juste ? Écoutez, c'est clair que, appelez ça comme vous voulez, réforme, refonte, relooker, un nouvel œil sur la santé, appelez comme vous voulez, la sémantique, on peut trouver n'importe quel moyen pour définir un processus. Néanmoins, il y a l'existant quand même. Il y a 609 établissements à l'échelle nationale. C'est l'un des pays où la couverture sociale et la couverture sanitaire est la meilleure, plus que beaucoup de pays développés. On a 72 442 lits d'hospitalisation à l'échelle nationale, dont 4600 lits dédiés aux urgences. Donc il y a un existant, il y a des ressources humaines. Il y a, malheureusement, je le dis, mon ami Rachid, il va confirmer ce que je dis, c'est mal réparti. Il y a des endroits où on trouve 18 chirurgiens, 20 chirurgiens. Dites-nous ce qui ne va pas. On a beaucoup de moyens, vous le disiez, je peux compléter les chiffres que vous avez donnés. Alors on a 361 établissements hospitaliers, plus de 8070 polycliniques et salles de soins, on a quelque chose comme 100 centres de dialyse, on a une vingtaine de centres de lutte contre le cancer, on a 433 centres de proximité d'accouchement, on a également pour les praticiens, plus de 56 000 praticiens, on a 14 000 praticiens spécialistes, 28 000 praticiens généralistes, on a 2192 pharmaciens. On peut donner les chiffres comme ça, mais qu'est-ce qui ne va pas finalement? Écoutez, le chiffre sans parlant, ce qui ne va pas, c'est que la répartition n'est pas équitable à l'échelle de tout le pays. Je suis désolé de le dire. C'est pour ça que je rejoins. Il a défloré un peu mon atelier sur lequel j'ai travaillé pendant les 3 trucs, où le médecin généraliste doit être on a parlé de l'accès de soins, c'est très important. Le socle, non, l'accès de soins et le droit aux soins aussi. Parce qu'actuellement, c'est pas évident. C'est un droit inclus dans la Constitution. Voilà, le droit est inclus dans la Constitution, mais ce droit-là, quelquefois, honnêtement, il n'existe pas. Aller faire une cataracte à l'hôpital, pour ne citer que la cataracte, dans le secteur public. Aller faire une hernie dans le truc. Et ça, il y a un problème quelque part. C'est clair. Je suis désolé de trouver une hospitalisation pour une pathologie. Tout le monde va vers le privé aujourd'hui. Non, mais pourquoi les gens vont le privé? Parce qu'on a fermé... Non, parce que... Dites-nous, professeur Mahiaoui, c'est moi qui pose la question. Non, parce qu'on a trouvé un système pour ne pas faire ces pathologies dans le public, pour qu'aller dans le privé. C'est clair, je veux dire, il y a une espèce de conflit d'intérêts dans ces pathologies-là, pour ne citer que celle-là. Oui. Et donc, les gens ne trouvent pas le moyen. On rentre à l'hôpital, on va tout faire à titre privé, on fait des bilans, on fait des scanners, on fait les... Nous, dans le cadre du programme, je peux en parler, de transplantation d'organes, tous les bilans qui coûtent des millions sont faits à l'extérieur, je veux dire. Et où est dans tout ça les prestations et le droit à la santé? On parle de gratuité, finalement, elle est biaisée. Elle est biaisée, bien sûr qu'elle est biaisée, bien sûr qu'elle est biaisée. Il rentre à l'hôpital, il est pris en charge à 100%. C'est les parents qui l'emmènent faire le scanner, qui payent de leur poche. On a besoin de dédimères, on va leur dire faire les dédimères dehors. On a besoin de, je sais pas, de n'importe... Pour ne citer que ça. Oui. Je veux dire, c'est ça qui complique. Et les lois sont là. Le pouvoir public, je rajouterai encore plus, on est surbudgétisé. Les équipements qu'on a... Il y a du gaspillage, professeur Mahiaoui. Il n'y a pas de rationalité. Les équipements, on a les meilleurs équipements. Même quand on reçoit des étrangers venant de grands pays européens, quand ils rentrent chez nous dans les services en réa-bloc, ils trouvent du monitorage, ils disent, nous, on n'a pas ça, nous, réellement, vous êtes dotés d'équipements. Donc reste un peu
d'activer, d'évaluer, d'instaurer une discipline dans les hôpitaux, en commençant par les gestionnaires, les chefs du management et de la gouvernance. Exactement, exactement. Si on n'arrive pas à faire amener les gens à 8 h du matin travailler et faire jusqu'à 16 h tous les jours, chose qui est devenue pratiquement impossible. On a essayé d'instaurer la discipline, le pointage, mais c'est pas possible, je veux dire. Il y a un dysfonctionnement, appelez ça du management, ce que vous voulez. Il y a une école supérieure d'ailleurs en principe de management médical. Oui, mais je suis manager, vous me donnez un système où les gens ont pris le pli et il n'y a pas d'organisation sur les horaires de travail, les heures de travail par semaine, c'est régi par des lois, ça. Oui. N'est-ce pas? Donc voilà, donc tout ça fait que, à la base, le système de santé paraît un peu plus défaillant parce que depuis l'accueil du patient, on ne sait même plus à qui parler, on ne sait même plus qui a une blouse blanche, qui n'a pas de blouse blanche, qui est celui-là, qui est... on a essayé, il y a 2 ans, 3 ans, ils ont essayé de badger tout le monde pour savoir qui est qui. Ça ne marche pas, les gens ne mettent pas le badge, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc tout ça fait que... On a de bons indicateurs, hein, finalement, de développement humain, professeur Belhadj. Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, c'est un gâchis. Un gâchis, on a assassiné la santé publique tout doucement, dans le temps. Dans le temps, mais faire attention. Actuellement, vous avez dit au début, un système de santé mondial. Un système de santé mondial, écoutez, la santé a un coût et a un prix. Il ne faut pas oublier, nous sommes professeurs, chefs de service, nous formons nos résidents. Lorsque vous voyez un de vos résidents que vous avez formé, il a 10 fois au privé, 10 fois le salaire du professeur qu'il a formé, ça pose une problématique. Et il faut justement payer ses professionnels. Vous imaginez quelqu'un qui passe son temps à opérer un larynx pendant 8 heures, on ne peut pas lui donner une garde à 4 000 dinars. Et au privé, l'intervention, elle coûte 1 million de dinars. Il y a une problématique. C'est prévu, la révision de la grille des salaires. Écoutez, la révision, justement, on est en train de revoir aussi les statuts. Le président de la République s'est engagé à justement aborder le volet statut. Qui dit statut, il y a obligation, il y a droit, il y a progression, formation. Il a parlé de toutes les doléances. Il a dit qu'il fallait prendre en charge toutes les doléances du personnel médical. Tout ce qui est point indiciel, la revalorisation. Je vous dis, nous ne sommes pas professeurs, nous sommes classés au sommet de la pyramide de la grille de la fonction publique, mais le meilleur d'entre nous, il a un salaire de 300 000 dinars. En tant que professeur, chef de service, avec plus de 3 décennies d'expérience. Si on compare le corps, justement, les professionnels de la santé, soit médical ou paramédical, même le manager, il y a quelque chose qu'il faut revoir si on veut se mettre à niveau. C'est vrai, nous avons beaucoup d'infrastructures, beaucoup de personnel. Professeur Belhadj, vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis que le problème n'est pas uniquement un problème de salaire. Pas uniquement, non. Revaloriser la ressource humaine. Pourquoi les gens, justement, Mahiaoui a soulevé le problème de la présence du personnel, c'est-à-dire le respect... On a parlé d'humanisation, justement, des soins. Je pense que ça, c'est au cœur de l'humanisation des soins. Il a parlé justement du parcours. Il y a ce qu'on appelle le manager éthique. On ne peut pas vous donner quelqu'un à un manager n'est pas éthique dans sa gestion, dans sa réflexion. Maintenant, bien recevoir des gens, humaniser, ça demande une organisation, ça demande des moyens, ça demande une gestion du flux humain qui arrive. Oui. Vous ne pouvez pas gérer quand même, si vous recevez aux urgences, nous avons presque 1000 consultants, nos portes sont ouvertes, 1000 consultants, vous mettez ce que vous mettez, vous ne pouvez pas bien gérer. Vous ne pouvez pas prendre en charge un pied diabétique à 2 h du matin qui vous vient de l'Khdaria avec ses propres moyens, et pourtant à l'Khdaria, il y a un chirurgien. Ou bien vous recevez de Tipazan, ou je ne sais pas, dans d'autres régions, des malades vers les grands CHU, c'est qu'il faut, dans la nouvelle loi santé, et la carte sanitaire. Et aussi, sans l'aide du secteur privé, sans l'aide de la revalorisation de la ressource humaine, le médecin généraliste, on va tourner en rond. Il faut revoir justement nos ressources humaines, les valoriser, et l'organisation et l'évaluation. C'est vrai, il y a du gaspillage, il y a de la dégradation parfois de notre matériel. Le même matériel chez le privé, il fonctionne pendant 10 ans, il ne tombe jamais en panne. Par contre, dans le secteur public, parfois c'est des pannes provoquées. C'est des pannes provoquées parce qu'il y a parfois le système D. Les gens partent travailler. Mais on se pose la question, pourquoi ils partent travailler, le chef du privé? C'est pour justement arrondir leur fin de... Donc il y a une problématique de fond. Même ce paramédical, même ce médecin,
nos collègues médecins généralistes. Mais ça c'est en cours aujourd'hui, professeur Belhadji. Ça fait des années que nous avons tiré la sonnette d'alarme sur la revalorisation. Aujourd'hui, le président de la République lui-même s'est engagé à régler ces problèmes. Encore une fois, pendant ses assises, il l'a dit, il a rappelé qu'il fallait prendre en charge les doléances du personnel médical, y compris le problème des salaires, y compris le problème de la formation. Et nous sommes là, en tant que professeurs universitaires, nous sommes en train de, justement, la refonte de la formation. Nous sommes en train d'y aller dans les normes internationales, de former le médecin généraliste, par la peine de lui donner toutes les pathologies, au moins qu'il puisse gérer les pathologies, justement. Il y a une classification des soins. Au lieu qu'ils viennent aux urgences, dans un CHU, le médecin de la famille, le médecin général pourra prendre en charge pas mal de pathologies chroniques. Oui. Docteur Tafet, justement, alors le ministre de la Santé a parlé justement d'une meilleure exploitation des ressources déjà existantes, encore une fois, hein, puisqu'on a cité le nombre d'infrastructures existantes, le nombre de personnel. Là, aujourd'hui, on forme beaucoup de médecins, ou j'ai envie de dire, peut-être un peu moins de paramédicaux, mais on forme beaucoup de médecins. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il s'agit d'un problème aussi pour vous, d'un problème de gouvernance et de gestion? Effectivement, il faut optimiser nos moyens. Vous avez dans certains hôpitaux de la capitale ou du nord du pays, vous avez une pléthore de médecins qui se marchent, qui sont très nombreux, et vous avez certaines régions du sud, vous apprenez des hauts plateaux, où vous avez donc un désert médical. Il y a des médecins qu'on forme à coût de millions qui partent exercer leur talent ailleurs. C'est un gros problème aussi. Donc il faut se poser aujourd'hui, on a une questions. vraie hémorragie de nos médecins Justement, il faut voir qui partent travailler en Allemagne ou dans les pays du Golfe. Et qui sont très demandés. Oui. Pourquoi ces médecins compétents quand même, nos médecins sont compétents, il faut le dire, pourquoi partent-ils, quittent le pays? Pourquoi nos médecins ne rejoignent pas les régions désertées? Ce sont les questions qu'il faut poser et auxquelles il faut ramener des réponses, il faut donner des réponses. Donc il faut optimiser nos moyens, il faut une attractivité donc, pour que ces médecins puissent exercer dans ces zones, les hauts plateaux, le sud, etc. Il faut que nos médecins ne partent pas exercer leur talent ailleurs et que nos malades ne partent pas se soigner dans d'autres pays que je vais pas citer. J'ai horreur du terme le tourisme médical, je dirais plutôt l'arnaque médicale. Il faut cesser tout cela. Donc il faut optimiser nos moyens, il faut prendre des décisions fermes. Il y a, comme l'a dit mon ami Hiawi tout à l'heure, c'est pas normal qu'un médecin travaille 2 fois par semaine à l'hôpital dans le public et travaille beaucoup plus en public. C'est pas normal qu'un médecin travaille 2 heures par jour. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour régler ça? Il faut prendre des décisions. Non seulement des décisions, mais il faut aussi que ces médecins, comme l'a dit mon ami Belhadj, il faut aussi que ces médecins aussi soient en fonction de leur travail. Un médecin qui travaille, qui n'est pas très rentable, disons. Qui n'est pas valorisé. C'est pas le mot, voilà. Et un autre médecin qui se donne à fond, je pense qu'il faut faire un peu la différence. Il faut prendre des décisions à ce que nos médecins aillent exercer dans ces régions et ne partent pas exercer en France. C'est une décision politique, je pense qu'il est temps que... Oui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, justement, professeur Mahiaoui? Alors aujourd'hui, on a un peu fait le diagnostic depuis un moment, vous allez me dire, mais aussi grâce à ces assises, on a fait un peu le diagnostic de ce qui se passe au niveau de notre système de santé. On a touché du doigt les dysfonctionnements. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Écoutez, les solutions vont tomber. Les régions du Sud et du Haut-Plateau, motiver les gens, multiplier leur salaire par 3, par 4, donner-leur le moyen d'habiter correctement, donner-leur le moyen de ramener leur famille avec eux, les enfants, donner-leur moyen de scolariser leurs enfants là où ils sont. Et je pense que je serai le premier à partir. Je veux dire qu'il n'y a aucun problème pour ça. Mais ne m'emmenez pas dans un endroit où je ne pourrai pas vivre correctement, je ne pourrai pas évoluer et je ne suis pas payé par conséquent. Donc voilà, je veux dire que les solutions existent. C'est l'incitation. On a parlé, je veux dire, encourager l'investissement dans les régions du Sud et des plateaux. Investir quelqu'un, s'il veut installer une clinique ou un hôpital ou un cabinet clinique, exonérez-le des impôts, aidez-le dans le système bancaire. Je pense que les moyens existent, c'est une question d'incitation, je veux dire, et par rapport à l'absenté, etc. Les lois existent, madame. Je connais, on a des amis qui sont très bien placés
placés dans la hiérarchie de certaines entreprises, et pour sortir une demi-heure, ils font une demande de sortie avec autorisation. Sinon, leur salaire est amputé du moment où ils vont appliquant les lois. Est-ce que c'est en cours aujourd'hui, professeur Mahiaoui, permettez-moi de vous poser cette question. Vous me dites, donnez-leur. Aujourd'hui, il y a eu le Premier ministre qui a fait l'ouverture, il y a eu le Président de la République qui a fait la clôture de cet événement. Et il y avait le ministre de la Santé, le premier concerné par ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela est en cours? Effectivement. Est-ce qu'on est parvenu finalement à asseoir une stratégie? Je vais vous dire, tout ça est en cours, et rappelez-vous, je remonte à une année auparavant, où monsieur le Président de la République est venu rendre visite au comité scientifique, et c'est là-bas où il avait annoncé que le service civil va être aboli, et que les gens du Sud vont avoir une possibilité de faire médecine à condition qu'ils signent un contrat pour revenir dans leur endroit. Donc je veux dire que la réflexion est déjà engagée. La réflexion est déjà engagée. Malheureusement, cette pandémie a fait que tout est retardé. On est plus occupé à trouver un lit d'hôpital et à soigner nos patients et à les vacciner malgré la difficulté. Mais je pense que la réflexion a été faite. La réflexion sur le départ à la retraite, sur les exonérations par rapport au pourcentage de retraite, par rapport au plafonnement, comme a dit avec les syndicats, on a eu gain de cause. Je veux dire que le politique, honnêtement, fait tous les efforts possibles pour aider à ce que les choses aille mieux. Donc à nous maintenant, écoutez, il ne faut pas aussi jeter la balle, c'est à nous maintenant en tant que professionnels de la santé, que responsables de service, enseignants-chercheurs qui sommes à l'université, d'aider à ce que les choses aillent mieux, et à aider à appliquer de façon rigoureuse tout ce qui est dicté par la loi du travail, l'organisation, les heures de travail, etc. Donc c'est l'affaire de tous, je suis désolé de le dire, tout le monde doit être impliqué de bon cœur, parce que honnêtement, moi personnellement, y compris mon ami Rachid et le docteur Tavat, je suis désolé, je n'ai aucun espèce de complexe avec n'importe quel médecin et de n'importe quel pays. On peut les regarder en face, on peut discuter d'un sujet, on n'a pas à rougir de ça. Mais malheureusement, je ne peux pas accueillir un malade avec le sourire, le mettre dans une salle où il y a des draps propres, où l'ambiance est... Voilà. Il ne s'agit pas de rougir, hein, professeur Mahiaoui, il s'agit peut-être de reconnaître aujourd'hui qu'il y a un problème, que notre système de santé a montré ses limites et qu'il faut absolument trouver des solutions. Quels sont les aspects, professeur Belhadj, dont on doit tenir compte justement pour aujourd'hui être au diable? En tant que partenaire social, nous avons soulevé ce problème-là depuis presque une décennie dans les différentes assises. Ça fait des années qu'on en parle, justement. Il y a eu plusieurs assises avec plusieurs ministres de la Santé. Écoutez, deux choses importantes. Revoir le système de financement. Il faut revoir le système de financement par l'apport aussi des assurances privées. Il faut que l'Algérien paye, justement, il aura le choix d'être pris en charge soit dans le secteur public, qu'il faut l'aider. Il faut aussi trouver ce qu'on appelle un système de financement intermédiaire. Il est presque impossible maintenant que dans le secteur public, ça veut dire qu'on pourra supporter avec un tel financement le tout gratuit. Mais ça a été rejeté aujourd'hui par beaucoup de professionnels. Non, c'est-à-dire la présentation... Je sais que vous, professeur Belhadj, si vous permettez, je sais parce que je vous ai écouté plusieurs fois et je vous ai déjà reçu dans cette même émission, je sais que vous êtes un peu, vous refutez un peu, vous critiquez un peu la gratuité des soins, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui sont contre le fait de faire payer la consultation aux malades. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait penser à d'autres moyens, justement, de revoir cette gratuité, mais pas en faisant payer les malades. Nous avons fait des comparaisons avec des systèmes de financement à travers le monde. À travers le monde, pas pour les pays très développés. C'est que le citoyen ne paye pas en argent. Cotisations. Il présente une carte. Et à partir de ce système-là, s'il est cotisant, actuellement, nous n'avons qu'une seule compagnie d'assurance. Des assurés sociaux, des salariés et non salariés. Mais on n'a pas le privé. C'est-à-dire, on n'a pas le privé. Il faut créer des sociétés d'assurance privées qui puissent donner la liberté aux gens de compléter leur système d'assurance. Le citoyen, les gens n'ont pas compris, c'est que le citoyen ne paye pas, mais il est remboursé à sa juste valeur. C'est que l'hôpital, ces compagnies d'assurance vont payer l'hôpital
Actuellement, nous avons des... Donc vous pensez, si vous permettez, vous pensez qu'il est compliqué aujourd'hui de concilier gratuité et qualité des soins? Exact. Oui. Écoutez, ça fait 2 décennies, madame. Il ne faut pas continuer à parler sur... C'est humain, certes. Nous avons un système très généreux, très humain, mais la qualité... On peut pas... Une fois, on l'a dit. Est-ce qu'un hôtel 5 étoiles pourra donner des prestations de qualité et l'accès à l'hôtel est gratuit? Mais là, on parle de santé, hein. C'est un peu plus sensible. La santé... professeur Belhadj, c'est beaucoup plus sensible lorsqu'il s'agit de mais santé. Je vous parle, madame, on est sur le terrain. On est sur le terrain, c'est la réalité. C'est qu'on reçoit des gens avec des pieds diabétiques à 2 h du matin. On ne va pas leur expliquer un système de santé. Le deuxième, c'est la volonté, justement, de revoir les statuts. Ça, c'est important. Vous avez donné des solutions. Financement, en associant le secteur privé des assurances, et aussi le secteur privé dans les hôpitaux. Il faut qu'il y ait des hôpitaux privés, financés, avec un contrôle bien sûr, et là il y aura la concurrence. Et le secteur public, l'État ne pourra pas se désengager de tout ce qui est maladie, du cancer. Vous avez participé aux discussions, en tant que partenaire social, vous avez participé aux discussions qui ont eu lieu avec le ministère de la Santé à plusieurs reprises, à l'occasion justement des assises régionales. Comment ça a été accueilli, ce genre de proposition, par exemple, quand on parle d'ouverture d'hôpitaux privés? Je vous dis, il y a eu un ministre délégué à la réforme de la santé. Le professeur Mosbah, on a fait un travail, on a présenté même des propositions. C'est que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, c'est vrai, ça demande du temps. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un mois. Ce programme pourra demander peut-être 5 années. Il faut aussi que les gens, vous avez remarqué que les gens participent. Les gens, il y a beaucoup l'informel qui est en train de tuer plusieurs secteurs. Il n'en est pas question que quelqu'un qui ne paye pas ses impôts puisse bénéficier d'un système de santé comme ça, et il pourra, ça dépend de la place, justement, de celui qui a des faibles ressources. Docteur Tafet, est-ce que vous pensez aussi qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible, comme dit le professeur Belhadj, de concilier qualité des soins avec la gratuité? Vous savez, c'est très difficile à aborder, effectivement. Parce que quand vous avez un décret depuis des années changé comme ça dès le départ, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que... Peut-être trouver des systèmes intelligents, justement. Exactement. C'est vrai que cette gratuité des soins nous coûte beaucoup trop cher. Je me rappelle, dans le temps... Peut-être penser à un système qui privilégie peut-être les plus démunis. Exactement, exactement. Et il n'est pas normal que, comme a dit mon ami Belhadj, donc de ne pas faire payer quelqu'un qui peut payer. Donc, à mon avis, déjà, ce n'est pas tellement gratuit, parce que c'est vrai que la consultation elle est gratuite, c'est vrai que l'hospitalisation est gratuite, mais le malade paye beaucoup. Les examens complémentaires sont pratiquement faits à titre privé. Donc, je pense qu'il faut trouver un système un peu qui va donc équilibrer ces deux choses. C'est un peu difficile. Je pense que c'est délicat quand même. Oui. Professeur Mahiaoui, on a beaucoup parlé au cours de ces assises, justement. Je voudrais peut-être rebondir sur le paiement aussi. Non, oui, allez-y, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, c'est juste un truc, une métaphore. Une voiture qui coûte 12 millions de dinars, 13 millions de dinars, elle est assurée à 800 000 dinars. Et quand il y a un accident... la voiture est remboursée. Mais la personne qui est plus ou moins polytraumatisée ou fracturée, elle va à la charge de l'État. Pourquoi on ne paierait pas, cette assurance ne paierait pas les soins de cette personne à l'hôpital? Oui. Regardez, mais c'est vrai que c'est même pas... Dit comme ça paraît simple. Non, mais non, c'est pas que ça paraît simple. Oui. Il y a des assurances, il y a des assurances privées, il y a un tiers payant, il y a la mutuelle. Et les gens paient. Et les gens payent. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Pourquoi, quand on voyage, on a une assurance? Pourquoi les gens, quand ils ont des cartes de crédit, même dans les banques algériennes, l'assurance est comprise dans la carte de crédit? Vous le savez très bien. Je pense que même vous avez cette carte de crédit qui pourrait éventuellement vous assurer durant votre voyage. Vous voyez qu'il y a des mécanismes. Activons-le. Et pourquoi on ne le fait pas alors? Eh bien, je ne sais pas. Activons-les.
C'est à quel Moi, je niveau trouve que ça anormal bloque que le personne, on lui rembourse 1 milliard pour sa bagnole, mais le monsieur, il va se faire soigner chez Rachid, et c'est l'État qui paye. Professeur Mahiaoui, je vous pose une question directe, professeur Mahiaoui. Qui doit décider de cela? Eh bien, écoutez, honnêtement, j'en appelle aux autorités supérieures du pays, le pouvoir, et c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Nous, on a la proposition, on adhère totalement, et nos propositions ont été faites, notre boulot a été fait. On a fait ce qu'on avait à faire, on a fait les 8 ateliers sur des thématiques bien précises, pointueuses et réellement porteuses. Maintenant, ils vont développer à haut niveau, parce qu'il faut quand même développer avec d'autres experts, des gens qui sont dans des finances, etc. Donc ils vont développer pour trouver ces mécanismes. Mais dans tous les pays du monde, la médecine n'est pas totalement gratuite, même si elle est gratuite. Il y a eu des petites propositions par moment par des compagnies d'assurance, notamment par rapport à la prise en charge des malades cancéreux, parce que j'avais vu ça à un moment donné, il y a quelques années, mais ça n'a jamais abouti, en réalité. Écoutez, Sarah, je reviens encore sur des trucs pratico-pratiques, parce qu'on s'est promis de se dire la vérité. Pas dans votre émission, même dans votre média, mais on s'est promis, dans ces assises, de se dire la vérité. Oui. Une meilleure communication, déjà, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point, madame. Il faut dire la vérité aux Algériens. Pourquoi quelle société nationale a une convention avec une clinique privée? Et les gens vont faire leur bilan, vers leur intervention, et c'est l'argent de l'État, non? C'est l'argent de l'État. Les institutions publiques. Et pourquoi à l'hôpital on ferait pas ça? Je veux dire, je parle comme ça, en essayant de passer un peu avec un peu d'humour, mais c'est la réalité, vous le savez très bien. Absolument. Que je citerai pas les sociétés pour ne pas stigmatiser, mais je sais que les gens, ils vont leur faire le bilan quand ils veulent, le bilan qu'ils demandent. Il a besoin d'un scan, il va faire son scan, il a besoin, et c'est payé par sa société, et c'est l'argent de l'État qui tourne. Donc voilà, pourquoi ne pas capitaliser tout ça pour en faire une médecine avec un tiers payant, des assurances privées? Professeur Belhadj, brièvement, pour qu'on passe sur les ateliers. La question, vous allez me poser une question, donc j'ai rebondi un peu. Oui, là maintenant c'est lui qui veut rebondir, allez-y, professeur Belhadj, on va revenir. Il y a le pouvoir régalien de l'État. Le pouvoir régalien, il y a la loi sanitaire, elle est là. Il y a les arrêtés d'application. Que le citoyen, c'est-à-dire, ne soit pas inquiet, c'est que l'État continuera à prendre en charge tout ce qui est pathologie mentale, les urgences, tout ce qui est la maladie chronique, l'État, le cancer, l'État est là. C'est-à-dire qu'il y a les mécanismes, l'État ne pourra jamais abandonner. Mais le reste, on doit trouver des ressources de financement et aussi d'évaluation. Même pour le cancer, on doit trouver des solutions. On a parlé sur la numérisation. Pour donner un exemple. Oui, ça c'est un des ateliers d'ailleurs. Pour évaluer, justement, évaluer, contrôler. Par exemple, quelqu'un qui fait une garde, qui n'opère pas, il a la même garde, c'est-à-dire en termes pécuniaires, que quelqu'un qui a passé toute la nuit à opérer. C'est pas normal. On doit revoir cela, mais il faut l'évaluer, de faire la part des choses. Entre quelqu'un qui opère 1000 malades par an et quelqu'un, il opère 50 malades par an, il faut lui. Mais réellement, peut-on numériser nos urgences? Vous ne pouvez pas laisser, par exemple, un clavier comme ça. Il y a une dégradation, il y a du vol, il y a du gaspillage. On doit, pour pouvoir organiser tout cela, il faut financer le système de santé. Nous sommes les derniers de la classe en matière de numérisation. Tous les autres. Mon ami Mahiaoui l'a si bien dit, la santé est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de la santé wahda. La santé, c'est l'intérieur, c'est clair aujourd'hui, c'est le commerce, c'est clair. C'est le transport, bien sûr. C'est les médias. C'est clair. Aujourd'hui, si on parle de réforme, ce n'est pas une affaire du ministère de la Santé ou de l'enseignement supérieur. C'est multisectoriel, absolument. Oui. J'aimerais, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on revienne brièvement sur le contenu des ateliers. Alors on a parlé, en gros, on a déjà parlé en tout cas des contenus sans les énumérer. On a beaucoup parlé dans ces ateliers de l'humanisation du secteur et l'amélioration de la couverture sanitaire. J'aimerais revenir sur l'aspect, sur cette notion d'humanisation. Comment arriver aujourd'hui à l'humanisation de notre système de santé? D'abord, il faut penser à... D'abord, il faut nous-mêmes, en tant que corps médical, en tant que travailleurs de la santé, il faut d'abord qu'on change nous-mêmes. Et d'une. Deuxièmement, il faut pouvoir ce personnel aussi en fonction de son travail. Donc, il faut valoriser son travail par son salaire, etc. Il faut aussi améliorer nos structures
Il faut les structures d'urgence, par exemple, qui posent un grand problème. Et voilà, par exemple. Et puis il y a aussi la formation de ces personnels aussi qui est très importante. Il faut mettre à jour leur formation. Oui. Aujourd'hui, on parle de refonte, carrément de la pédagogie, du contenu pédagogique de la formation de médecine. Oui, exactement. La formation initiale, par exemple, je parle en tant que généraliste des médecins généralistes, la formation initiale de nos médecins doit être revue. Oui. Bon, c'est déjà en cours. La réforme des études médicales est en cours. On a déjà commencé par le premier palier et le deuxième palier. Maintenant, on est au stade du troisième palier. Et c'est le plus important parce que je pense que c'est là où il faut voir justement la notion du médecin généraliste, le réhabiliter justement en créant carrément la spécialité de médecine générale. Oui. C'est très important. Désormais, on parlera de médecin généraliste spécialiste. Spécialiste. Oui, on ne parlera plus du médecin généraliste par défaut, parce que les médecins généralistes, les 40 000 médecins généralistes actuellement, ne sont pas vraiment des médecins généralistes, ce sont des docteurs en médecine. Oui. Donc il faut qu'il y ait donc le terme des médecins généralistes, il faut qu'il y ait une spécialité de médecine générale. Bon, c'est en cours. Nous, en tant que Société algérienne de médecine générale, on collabore avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Enseignement par nos propositions, par ce qu'on peut faire. Et le deuxième point, c'est aussi sa formation continue qui doit être revue. Actuellement, vous avez un médecin, par exemple, des années 70, des années 80, qui n'a plus, qu'on ne revoit plus. Et parfois, au niveau de la CNAS, on a reproché aux médecins généralistes le déficit de la CNAS. Pourquoi? Parce que certaines ordonnances sont aberrantes, beaucoup de médicaments dans une ordonnance, par exemple, et tout. Est-ce que c'est la faute au médecin qui n'a pas été évalué, qui n'a pas été contrôlé, qui n'a pas été formé depuis 10-20 ans, ou bien c'est la faute justement à la CNAS, c'est la faute au pouvoir public qui n'ont pas pensé à sa formation. Je veux dire par là que la formation continue doit être institutionnalisée aussi. Elle ne doit pas être ce qu'elle est actuellement, assurée par les laboratoires avec des conflits d'intérêts. Donc, on doit penser à la formation continue évaluante. Oui, on retiendra le mot de la formation continue. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. On conclut, professeur Mahiaoui. Conclure, c'est très bien. Je veux dire qu'on a tellement de choses à dire qu'une heure, ça suffit pas. On va faire une bonne heure. Je voulais terminer. Non, c'est-à-dire que, bien entendu, il y a un élément très très important dont on a parlé durant les assises, c'est la contractualisation. C'est-à-dire que quelqu'un, un service, un hôpital qui travaille plus doit gagner plus. Un médecin qui travaille plus doit gagner plus. Je rejoins ce qu'a dit. Il en a parlé tout à l'heure. Non, c'est-à-dire que je suis désolé, quelqu'un qui passe la nuit à la maison et quelqu'un qui fait une garde nuit blanche ne sont pas payés de la même manière. Et ça doit ressortir sur les bilans. Selon la rentabilité. Deuxième élément sur lequel j'insiste beaucoup. Évaluez-nous. Allez dans les hôpitaux, faites de l'évaluation. J'ai un service où je dois faire 600 malades par an, j'ai un budget conséquent pour ça, je ne fais pas 600 malades, fermez-moi mon service et ramenez quelqu'un d'autre. Je veux dire que c'est très important. La contractualisation, si on arrive à mettre en place ce système de contractualisation, de contrôle et d'évaluation, que ce soit public ou privé pour ne pas stigmatiser, je pense qu'on fera un très très grand pas dans la médecine d'aujourd'hui. Professeur Belhadj, vous avez le mot de fin. Rapidement, j'espère que l'année 2022, ça va être l'année de la santé. Je voulais dire beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, mais nous sommes toujours là. On n'a pas quitté notre pays. Nous sommes là pour le malade, pour rajouter, nous enseignons l'éthique, la déontologie, et ça, nous avons fait des idées pour l'humain, pour le bien-être de l'humain. Inch'Allah, on dit aussi que Corona va disparaître. Ça, c'est important. Ouais, ça, c'est très optimiste, professeur Belhadj. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle également que le président de la République avait promis que les revendications, justement, du personnel médical seront satisfaites. Il a également parlé des lois en rapport avec la santé. Ça, on n'en a pas vraiment parlé. Toutes les lois en rapport avec la santé seront également revues, selon le chef de l'État. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous retrouve vendredi. Au revoir.
كلمة لام